Ce fut compliqué, mais le Real Madrid enchaîne à Las Palmas, un succès important puisqu'il écarte quasi définitivement le FC Barcelone de la course au titre. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce beau dimanche ensoleillé, en tout cas ici à Madrid, puisque le Real Madrid s'est imposé hier, que le Barça a perdu, que ça va mal au Barça. Xavi a déjà annoncé qu'il quitterait le navire à partir de la fin de saison, de cette saison plutôt. Mais en attendant, nous on va se concentrer sur ce qui s'est passé côté Real Madrid avec ce match hier à Las Palmas. Une victoire qui n'a pas été forcément flamboyante. On va y revenir avec Rota. Salut Rota, comment ça va toi? Écoute parfaitement bien et toi? Écoute, ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vais pas, on est au lendemain du match, donc je vais pas faire un compte rendu comme d'habitude. Je résumerai simplement par la façon suivante. Le Real Madrid a dormi pendant une grosse heure de jeu, une très grosse heure de jeu, jusqu'au but finalement de Las Palmas. Puis le Real Madrid a renversé le score. Une victoire 2 buts à 1 grâce à des buts de Vinicius et de Aurélien Tchouameni. C'était pas un grand match hier, Rota. Non, c'était pas un grand match et on le sait, à Las Palmas, c'est jamais très, très simple. Il y a le climat qui est compliqué, il y a toujours cette problématique aussi de turnover un petit peu dans ce genre de match, même si là, c'était plutôt des contraintes qu'avait Ancelotti plutôt qu'autre chose, notamment par rapport à Bellingham. Et voilà, il fallait s'adapter, il fallait essayer d'enchaîner aussi. Il y a le contre-coup de la Coupe du Roi, il y a tout un tas d'ingrédients, il y a de la fatigue qui commence à parvenir aussi fin janvier, forcément. Donc voilà, il y avait forcément des doutes dans ce match. En tout cas, moi j'avais des doutes. Je savais que ce serait pas une mince affaire. Ça s'est confirmé. Le Real est aussi une équipe à réaction, c'est-à-dire que parfois, face à ce genre d'équipe, le Real a besoin d'être mené pour se réveiller. Ça a été le cas. Faut pas que ça se répète trop souvent, mais en tous les cas, on sait que cette équipe a de la ressource et elle l'a démontré hier. Un petit mot sur le 11 de Carlo Ancelotti, avec des rotations. Camavinga et Ceballos titulaires au milieu de terrain. Fran Garcia titularisé également sur le côté gauche. Et puis Brahim Diaz, titulaire pour remplacer aussi Bellingham qui était suspendu, on le savait. Un petit mot là-dessus. Bah ouais, j'étais un peu surpris du milieu de terrain, surtout de voir Ceballos titulaire. Ça, c'est un peu la même problématique aussi chez Carlo Ancelotti. Je trouve que de certaines manières, par parcimonie, il y a des titularisations qu'on comprend pas trop. D'un coup d'un seul, il nous sort Ceballos qui, pour moi, fait une saison qui est absolument abominable. Il n'est pas du tout bon, il n'est pas dedans, il est très très faible, il perd beaucoup de ballons, il a plus sa magie. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il soit titulaire hier, en tous les cas, de mon côté, pour ma part. Je vois pas pourquoi il était titulaire. Maintenant, ça fait aussi partie de ce turnover dont on vient d'évoquer. Donc, voilà, c'est pas non plus ultra surprenant. Mais voilà, je trouve que dans sa cohérence du milieu de terrain, bah, ça a encore pas trop fonctionné, un petit peu comme le match face à l'Atlético. Voilà, il faut aussi composer avec le temps de repos de chacun parce qu'une saison c'est long, donc je peux comprendre. Mais pour le coup, voilà, la recette n'a pas été super magique hier, en preuve un petit peu l'heure où on a dormi, comme tu le disais. Mm. De surcroît, il laisse Luka Modric une fois de plus sur le banc. Il joue même pas la moindre minute de jeu. Ça fait 2 matchs de suite qu'il joue pas du tout. Alors Carlo Ancelotti a même expliqué après le match, je sais pas si tu l'as vu, que Modric ne s'était même pas échauffé et il a dit si je suis pas sûr qu'il va entrer dans ce match, dans le match, je ne le fais pas s'échauffer. Je ne l'envoie même pas s'échauffer par respect parce que je dois le respecter. Donc si Modric s'échauffe, c'est que Modric va rentrer à 100% là-dessus. Enfin, en l'occurrence, tu vois, le cas Modric, je m'attendais davantage à le voir lui titulaire, même s'il sort pas de deux grands matchs face à l'Atlético, ce qui n'était pas non plus une opposition forcément idéale, facile pour lui, parce qu'on le sait physiquement, c'est un peu plus compliqué. Mais cela dit, si on regarde sur le dernier mois de compétition, Luka Modric, il est quand même plutôt bien revenu. Donc c'est vrai qu'un peu surprenant, je suis d'accord aussi avec toi sur l'attitude de Ceballos. Pour le reste, c'est pas surprenant. Et c'est même plutôt ce qu'on demande aussi du turnover à Carlo Ancelotti. Pour revenir un peu sur le match, je l'ai dit en intro, on a vraiment eu un Real amorphe jusqu'au but de Las Palmas. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est aussi par la composition d'équipe? Je sais pas. Après, on a
a forcément aussi des équipes, et ça on le sait, ça fait des années que ça dure, on est supporter du Real, on en a conscience, on a forcément des équipes qui jouent leur vie face au Real Madrid, forcément, se montrer face au Real, ça vaut toutes les perfs sur une saison. Donc il y a aussi des équipes qui ont la dalle, il y a des équipes comme Las Palmas qui forcément veulent se maintenir, donc il y a des points à prendre, et à domicile, s'ils peuvent emmerder le Real, ils vont le faire. Donc il y a toujours une équipe qui va jouer sa vie face au Real, face à une équipe qui, elle, bah, voilà, forcément, est peut-être un peu plus en dilettance ou fait un petit peu de turnover. Et aussi, je pense, ce rapport de force où l'équipe se dit, bah voilà, ça fait tourner contre nous, on ne respecte pas forcément, nous, ce match-là, on a envie d'y mettre les ingrédients. Donc, le Real a l'habitude de ça. Et dans ces matchs-là, comme bien souvent, en tous les cas dernièrement, on se remet à nos individualités. Donc, collectivement, ça n'a pas été un match fort. Les raisons, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a de la fatigue. Il y a aussi ce problème de cohérence un petit peu, selon moi, au milieu de terrain. Il y a quelques méformes individuelles. Je parlais de Ceballos tout à l'heure. Ça va ravir certains qui me disent que je protège un petit peu les Espagnols, mais Nacho, c'est sa pire saison. Je veux dire, il est méconnaissable aussi. Mis à part le match face à l'Atlético, je le trouvais un petit peu meilleur. C'est pratiquement que des contre-performances cette saison. Donc forcément, bah, ça coûte aussi cher, ça coûte des points. Il y a ce turnover de gardien que je ne comprends pas trop. Donc, bah, Lunin n'est pas du tout fautif sur le but d'hier, mais je ne sais pas si toi tu comprends quelque chose, moi j'y comprends rien et je pense que ça peut aussi provoquer de l'instabilité, en tous les cas un manque de confiance et du coup bah voilà peut-être le petit arrêt, le petit plongeon qu'un gardien pourrait aller faire, il va pas le faire. Voilà, je pense que c'est une somme d'ingrédients qui font que bah le Real a été bousculé assez logiquement face à une équipe qui avait envie de lui rentrer dedans et puis de montrer ce qu'elle savait faire et puis de choper des points parce que choper des points face au Real bah, c'est toujours encore plus agréable que face aux autres. Et puis voilà, un Real un petit peu plus timoré qui, malheureusement, comme bien souvent, s'en remet à ses individualités, qui collectivement ben, est un peu ronronnant, comme ça a été le cas face à l'Atlético. Mm, mm. De surcroît, on affronte une équipe de Las Palmas qui est un peu dans un contexte idéal hein, pour affronter le Real parce que c'est un promu, mais ils sont. Alors, ils étaient huitièmes avant cette journée de championnat, mais ils ont déjà un lot de points qui leur permet d'être assez sereins sur la suite de la Liga pour se maintenir en première division, ce qui est évidemment leur objectif. C'est Donc, l'objectif. rien à perdre. En plus, c'est une équipe qui joue quand même plutôt bien au ballon. On l'a même vu encore une fois hier. Niveau possession, niveau ressortie de balle, c'est vraiment quand même intéressant ce qu'ils proposent. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi sur les points que tu as évoqués. Est-ce que ce 4-2, 1, le 4-3-2, 1-2, pardon, ce Ouais. schéma tactique de Carlo Ancelotti, je vais y arriver, 4-3-1-2, je répète, a vraiment du sens sans Bellingham? Alors, je ne sais pas s'il a du sens sans Bellingham, mais en tous les cas, l'animation proposée quand on change Bellingham par un autre joueur, pourtant Brahim Diaz, on se dit, bah, Brahim, c'est un numéro 10 de base, et le positionner à ce poste-là, ça pourrait être parfait pour le Real Madrid derrière les deux Brésiliens. Force est de constater que depuis le début de saison, Brahim à droite, il est très très performant. Et quand il est aligné dans cette position-là, en 10, c'est moins le cas. C'est un peu étrange. Donc je pense que c'est encore une fois une question d'animation. C'est un peu facile de se cacher derrière cet argument. Je l'utilise souvent sans trop l'expliquer, mais je vais l'expliquer un petit peu plus en détail. L'animation offensive, forcément, c'est les déplacements, c'est les mouvements, c'est les décrochages de chacun des joueurs qui composent cette animation, qu'elle soit offensive, au milieu de terrain ou défensive. Bref, tout ça pour dire que sans Jude Bellingham, qui a un volume de jeu qui est absolument exceptionnel et qui est très très rare, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a énormément de cardio, qui va faire énormément d'efforts, forcément, on va avoir des joueurs comme Brahim Diaz, qui sont des joueurs un petit peu plus, comment dire, vivaces, qui vont être un peu plus véloces, qui vont faire des courses très rapides, mais qui par contre, à la récupération du ballon ou sur le repli, vont être un peu moins intéressants. Et du coup, ça crée un petit peu, comment dire, je pense que ça peut créer ça peut bouleverser les automatismes. Et forcément, avec un milieu de terrain qui était en plus encore nouveau, on ajoute Ceballos, bah, je pense que les automatismes, ils sont pas totalement là. Et ça fait que ce Real Madrid a été un peu ronronnant. Et c'est pas sur un match qu'on va voir un Real Madrid qui va pouvoir maîtriser, en tous les cas, ce système de jeu avec des nouvelles composantes. On le sait dans ce schéma tactique, c'est bien souvent le même 11 qui est mis. En tous les cas, sur tout ce qui est milieu de terrain et joueurs offensifs, les milieux de terrain, mis à part Ceballos qui a été ajouté, le reste, ça tourne assez bien et ils sont assez aux aguets sur ce schéma tactique. Mais forcément, quand on vient mettre un Brahim Diaz à la place d'un Jude Bellingham et en plus un Ceballos, je pense que le manque d'automatisme fait que c'est un peu compliqué. Mmh. Bon, après, on peut comprendre aussi que Carlo Ancelotti continue de travailler ce schéma-là, même sans Bellingham, qui est le joueur qui a fait la bascule dans la tête de Carlo Ancelotti pour mettre en place ce système.
Mais est-ce que quand même le retour du 4-3-3 sans Bellingham ne doit pas quand même devenir une vraie solution? D'ailleurs, c'est un peu cet ajustement aussi, entre autres, dans la partie qui permet notamment à Vinicius de se retrouver tout de suite dans un meilleur confort, dans une position où il est plus à l'aise. Et tout de suite, on a retrouvé aussi un Vinicius bien plus percutant, efficace, déséquilibrant. Exactement, et on l'avait vu une saison, enfin une fois dans la saison, pardon. Je sais plus quel match c'est. C'était vraiment assez tôt dans la saison. Euh, Euh, on en avait parlé, on l'avait débriefé. Je sais plus exactement quel était le match. J'ai plus le souvenir pour être honnête. Et on s'était dit que nous, à la base, on était un petit peu dubitatif sur ce système, mais qu'on avait confiance, qu'il fallait des automatismes, il fallait le répéter, et que à force, ce serait un schéma qui pourra potentiellement être intéressant. C'est le cas quand même sur la saison. On a fait un peu notre mea culpa déjà. C'est un schéma qui fonctionne, qui met en valeur Jude Bellingham, qui met un peu moins en valeur les deux Brésiliens, mais qui arrivent quand même à s'adapter, qui s'adapteront au fil du temps. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense qu'on a aussi le besoin d'avoir d'autres recours. Si demain Jude Bellingham se fait les croisés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Brahim Diaz et puis ou un autre joueur en meneur de jeu et on se dit bah voilà, va falloir tout refaire entre guillemets parce que le volume de jeu n'est pas le même comme je viens de le dire. Ou alors est-ce qu'on a ce 4-3-3 qu'on sait maîtriser et même si les joueurs savent le maîtriser, je pense que de temps à autre, c'est bien de le mettre en place et puis même en cours de match comme tu l'as dit, c'est bien aussi de pouvoir bouleverser ton adversaire, d'essayer de passer sur les côtés, d'utiliser la vitesse de Vinicius, la vitesse de Rodrigo. C'est ce qui s'est passé hier, ça a été prolifique, ça a été bénéfique, heureusement, mais je pense qu'on a besoin de maîtriser plusieurs systèmes en tout cas. hmm. Et là-dessus, il a été plutôt bon, Carlo Ancelotti, on peut le dire. Et c'est d'ailleurs pas la première fois cette saison aussi qu'on le dit sur son coaching en cours de match. Il a été pertinent hier en faisant ce petit réajustement, en positionnant aussi Eduardo Camavinga un petit peu plus haut sur le terrain euh, avec l'entrée de non, Tchouaméni, il le remplace. Je sais plus que c'est Alors, l'autre. l'entrée juste avant, c'est Valverde, je crois. Ouais, ouais, bah, peu importe. De toute façon, c'est un moment où il Mais fait c'est un ça. peu, il permet de donner un peu plus de liberté, en tout cas dans le positionnement de Camavinga qui se retrouve un peu plus haut, qui se retrouve à faire cette passe géniale pour Vinicius. Il a été bon, je trouve, Carlo Ancelotti. Allez, le seul petit couac peut-être, c'est je trouve quand même que Rodrigo, il est peut-être un peu long à le sortir, même s'il n'y avait pas 10 000 solutions sur le banc, il y avait que le petit Arda Güler. Ouais, c'est ça, mais bon, Arda Güler, je pense qu'il faut lui donner un peu de temps de jeu aussi. Alors, je pense que le club est très précautionneux avec lui, mais voilà, je pense il a aussi faim. Quand un joueur n'est pas dedans, on l'a déjà dit, pardon, pour Vinicius ou pour d'autres, je pense qu'il ne faut pas mettre 75-80 minutes pour faire ces changements-là. Je pense qu'ils peuvent être réalisés avant. Voilà, on sait aussi comment Ancelotti fonctionne. Moi, personnellement, ça m'énerve très souvent, mais voilà, c'est lui qui a les clés du camion. C'est lui qui fait ses choix. Hier, pardon, c'était encore une fois gagnant, un coaching gagnant. Donc, on sait le critiquer, comme tu l'as dit, on sait aussi le mettre en valeur. Ses choix ont été bons et individuellement, ça a été le cas aussi avec l'entrée de Chouameni qui met le but de la victoire. Mm. Ouais, puis après, il manque de rythme, hein, surtout de rythme, l'Arda Güler. Je pense que le contrôle là, qui rate sur cette dernière situation, je pense vraiment qu'un joueur de son calibre, s'il a un peu plus de rythme, pas de confiance, peut-être un peu de confiance aussi. Je pense que ce contrôle-là, il l'aura jamais. Un joueur qui a une finesse technique comme la sienne. Mais voilà, c'est vrai que moi, je comprends pas non plus pourquoi il l'a pas fait entrer un petit peu plus tôt. Oui, précaution, je comprends, mais 20-25 minutes contre Las Palmas, c'est quand même pas ça qui va le tuer parce que physiquement, tout le monde s'accorde sur pour dire que bah, il est prêt à jouer. Alors peut-être pas pour faire 90 minutes de folie, mais en tout cas pour 25 minutes, je pense qu'il est capable de les faire sans trop de problèmes. Et tout le monde s'accorde aussi, Carlo Ancelotti en premier, sur son talent. Donc, à un moment donné, faut lui donner les armes, les opportunités pour que bah, lui me démontre ce qu'il a véritablement dans le ventre, tout simplement. Deux C'est stats. clair. La première, c'est qu'on sort de 4 victoires à l'arrache, pour le dire ainsi, en Liga. Las Palmas, il y a eu Almeria, mais il y a aussi, tu te souviens, Majorque et Alaves au mois de décembre. On continue de gagner, mais ça ronronne quand même pas mal dernièrement, en dehors peut-être du match contre le Barça, parce qu'il y a aussi la Supercoupe, la demi contre l'Atlético, où c'est pas folichon, on l'a dit. On s'en sort, mais voilà, ça n'a pas été fou. C'est aussi une victoire à l'arrache, finalement, on peut l'estimer ainsi. Ouais, on a affronté, mis à part l'Atlético, que des petites équipes. Donc forcément, c'est des matchs à l'arrache. Non, je plaisante. Non, non, après, les plus puristes diront qu'il vaut mieux gagner 4 fois 1-0 qu'une fois 4-0.
bien sûr. Je vais répondre ainsi. On sait très bien que c'est des périodes qui sont compliquées. Les périodes compliquées, c'est la période de mi-septembre à fin septembre parce que tu manges un petit peu les retombées de ta préparation. Tu as forcément décembre, janvier où là, c'est complexe également. Et ensuite, en règle générale, février, mars où les grandes échéances arrivent, eh ben, physiquement, tu es déjà un petit peu mieux parce que les prépas sont faites pour ces gros événements, surtout dans les grands clubs. Et puis aussi parce que bah, tu as digéré un petit peu cette phase de reprise après les fêtes. Donc, c'est assez normal pour moi, j'ai envie de dire. Il y a aussi des petites blessures musculaires. On a eu quelques blessures. On a eu du Lucas Vasquez, on a la suspension de Bellingham. Donc voilà, il y a du turnover aussi. Comme on l'a dit, il y a des automatismes en moins. Il y a forcément des ajustements qui font que le Real ne peut pas gagner 5-0 tout le temps. Il y a aussi le football qui grandit comme ça. Et les matchs ont gagné 8-0 face à la Corogne, 9-0 face à l'Aves quand j'étais un peu plus jeune. Ça n'arrive plus ou très, très, très rarement. Donc voilà, le football aussi, c'est un football professionnel qui resserre tous les niveaux. On le voit avec les sélections nationales. C'est aussi le cas dans tous les championnats. Et forcément, c'est compliqué face à tous les adversaires. Voilà, en tous les cas, on peut quand même se targuer d'avoir gagné ces 4 matchs. Comme tu l'as dit, c'était compliqué, mais on les a gagnés. Il faut en profiter. Au classement, ça se passe plutôt très bien. Donc, pourvu que ça dure. Ouais, je vois ça aussi plutôt comme un signal positif plutôt que négatif de dire: «Voilà, ça joue moins bien, attention» et à un moment donné où ça va s'écrouler, à un moment donné où ça a pu tourner dans notre sens et moi je suis aussi plutôt, lecture positive comme toi dans le sens où, bah, on les gagne et alors je suis pas forcément allé vérifier en termes de statistiques de résultats, mais je pense que enfin, je suis à peu près sûr que décembre, janvier, si on regarde sur les 5-10 dernières saisons, je pense que le Real Madrid, c'est là où vraiment on est dans le dur et Ouais. là où on perd, où on a tendance à perdre des points, notamment en Liga, là, c'est pas le cas cette saison. Donc effectivement, je vois ça plutôt d'un œil positif aussi que, bah, malgré tout, on les gagne et là, c'est là qu'on voit aussi la force mentale et ça je viens sur la 2e stat, c'est la force mentale de l'équipe aussi. 10e remontada, de la saison hier. Alors remontada, je le précise bien parce que souvent on a des commentaires, c'est pas forcément quand tu perds 2-3-0 et que tu renverses le score. Si tu perds 1-0 et que tu gagnes 2-1, c'est une remontada. C'est quand même pas anodin. C'est la preuve aussi que ce groupe est bien mentalement et bah, physiquement, il fait le taf aussi. Alors, on peut le voir de deux versions. La version plus négative, la positive, c'est celle que tu viens d'évoquer, mais la version la plus négative, c'est que le Real Madrid a besoin des fois de ça pour réagir. Et ça ne devrait pas être le cas. Collectivement, comme individuellement, le Real devrait faire la différence. Et c'est quand même assez souvent qu'on est mené au score. J'ai pas la stat exacte, mais on est quand même assez souvent mené au score cette saison. La deuxième, c'est que c'est une équipe à réaction, mais dans le sens positif. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le Real Madrid, quand il appuie sur l'accélérateur, il fait à peu près ce qu'il veut, en tout cas. Si on le voit cette saison, que ce soit l'Atlético, que ce soit le Barça, que ce soit n'importe quelle équipe de Liga, peu importe, le Real est une équipe qui sait réagir, que ce soit encore une fois collectivement ou individuellement, parce que le Real a des individualités hors normes, parce que le Real Madrid est un collectif hors norme, et parce que le Real Madrid, l'ADN, c'est les remontadas. Tu fais bien de le préciser, remontada, ça veut tout simplement dire remonter, donc que ce soit 2 ou 3-0 mené ou 1-0, c'est la même chose. Et c'est vrai que de réagir comme ça, pour moi, je vais encore une fois le voir d'un œil positif, comme ce dont on vient d'évoquer juste avant. Je pense que voilà, le Real peut quand même se targuer de se dire euh, bah, dès qu'on est mené, si on accélère, on peut le faire. Alors, il ne faut pas que ça devienne une habitude à se dire, bah, voilà, on sait que si on est mené, on peut battre n'importe qui. J'aimerais que les premières mi-temps soient quand même aussi bonnes que les deuxièmes. C'est pas trop le cas en ce moment. Mais voilà, je pense qu'il faut le voir d'un œil positif. Le Real Madrid a vraiment voilà, de très très grosses qualités physiques, comme tu l'as dit, et surtout au mois de janvier, de me dire que on fait des remontadas, alors que comme tu le disais sur les années précédentes, je suis totalement d'accord avec toi, ça n'arrivait pas trop. On perdait énormément de points, voilà, ça a été le cas à la Coupe du Roi, mais ça arrivait assez souvent à ce stade-là de la perdre. Donc là, je trouve que c'est un signal positif pour la saison. Je suis complètement, d'accord avec ça aussi. Est-ce qu'il y a une ou 2 perfs sur lesquelles tu veux revenir précisément par rapport au match, d'hier contre Las Palmas? Tu as parlé un peu du turnover des gardiens. Moi, je noterais quand même que Lunin hier fait, je trouve un grand match. Il fait donc notamment une superbe parade là en sortie de mi-temps, pour éviter le 1-0. Bon après il est battu, mais je pense qu'il peut pas faire grand chose non plus sur le but. Donc je trouve que Lunin fait le taf. Encore une fois, je pense que je vais peut-être le dire, jeu au pied, pas foufou, encore une fois, mais sinon je trouve que sur sa ligne, il a fait le job hier. Il fait notamment une super parade comme je l'ai dit. Fran Garcia, je pense que tu vas en parler. Fran Garcia qui fait quand même un match référence pour lui cette saison.
Ouais, il fait un bon match. Je trouve que, alors, j'ai toujours deux avis sur lui, c'est-à-dire que j'ai l'impression de le voir progresser. Et d'un autre côté, je trouve que c'est quand même ronronnant. Donc, je suis content qu'il ait fait ce match-là. J'espère qu'il va prendre confiance au fur et à mesure. Encore une fois, jouer au Real Madrid, c'est très difficile. Odriozola, Elia Mendy étaient des joueurs références de la Real Sociedad. Et puis, se sont cassés les dents, comme d'autres, hein, d'ailleurs. Et quand on vient d'un club un peu plus modeste, s'imposer au Real Madrid avec toute la pression que ça génère, c'est toujours compliqué. Donc, on ne peut pas le juger sur une première saison. Mais au Real, ça va vite et il faut toujours répondre présent. En tous les cas, il n'a pas froid aux yeux. Offensivement, il ose, il a envie d'apporter, et ça, c'est un point positif. Donc, pourvu que ça dure, ouais, je pense que son match est très bon. Comme tu l'as dit, Lounine, c'est pareil, mais Lounine, c'est aussi toujours le même débat. Sur sa ligne, personne n'a de doute que ça soit un bon gardien. Malheureusement, personne n'a de doute non plus que le jeu au pied, c'est compliqué pour lui. Mais il fait un très bon match hier. Et puis, je pense que Vinicius a été un peu plus simple aussi hier. Il est décisif aussi. Il commence à être décisif de manière encore plus régulière, j'ai l'impression. Donc, je vais aussi un petit peu vanter ses mérites sur le match d'hier, parce qu'encore une fois, quand Jude Bellingham n'est pas là, qui est un petit peu plus le leader technique, on va dire, de cette équipe offensivement, Vinicius a pris le relais. Et je trouve que c'est important et ça montre aussi de la personnalité. Donc, positif pour lui hier. Mmh. Et puis c'est bien, c'est que, son but est joli, et puis 30 secondes avant, il me tente un lob, complètement, surréaliste pour, Ouais. pour employer des mots propres, Poli. sympas, polis. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, Vinicius, encore une fois, il est décisif, ce qui est pas le cas de Rodrigo qui là, ça fait 2 matchs quand même, c'est vraiment pas terrible. En fait, Rodrigo, ce qui est fou, hein. Bon, la chose qu'on sait, c'est qu'il est meilleur à gauche qu'à droite. Malheureusement, c'est comme ça. Donc là, dans une attaque à deux, c'est un peu différent, mais c'est quand même le cas. Quand il rentre sur son pied droit, il est quand même plus à l'aise dans ses gestes, dans ses prises de balles, etc. Bref, une fois qu'on a dit ça, la chose que je constate, moi, c'est que s'il a des leaders un petit peu plus affirmés que lui sur le terrain, il est un peu plus effacé. Alors que si Vinicius est absent, eh ben, Rodrigo prend le relais pour le coup et s'affirme et devient un vrai leader d'attaque. Lorsque Vinicius a été blessé, c'est là qu'il a commencé à réexploser un petit peu. Mais depuis son retour, eh ben, Rodrigo il reste un petit peu en retrait et on se dit que Brahim Diaz ou Arda Güler ou bref, peu importe, mériterait peut-être d'avoir plus de temps de jeu et comme tu le disais, de sortir un petit peu plus rapidement que ce n'était le cas hier. Donc attention, je pense qu'il a la confiance d'Ancelotti et que c'est pas demain la veille qui sortira plus tôt, qui sortira du 11. Mais voilà, ça tape aussi derrière à la porte et il faut, au Real Madrid, on le sait, hein, le passé malheureusement n'existe que très peu et t'as beau avoir été incroyable les saisons passées en Ligue des Champions, d'avoir été décisif dans des matchs coup près, il faut toujours être bon, il faut toujours être régulier. Malheureusement, Rodrigo, cette saison, c'est un peu des performances en dents de scie. Mmh. Au milieu de terrain aussi, Camavinga hors norme, de toute façon, c'est lui l'homme du match, je pense qu'on s'accordera dessus. Homme du Ouais, match, ouais. Camavinga qui était, hors norme. Tony Kroos aussi, je trouve, très bon encore hier. Pas grand Qui chose fait son, à lui qui fait, reprocher. qui fait son match, ouais, il fait son match. Kamavinga, bon, voilà, c'est pareil. Moi, je suis énormément fan du joueur, on en a parlé. Il y a des teams Tchouaméni, il y a des teams Kamavinga. Moi, je pense qu'il faut des teams Real Madrid où on se dit qu'on a la chance d'avoir les deux et puis bien plus Kroos. Enfin, on a un milieu de terrain qui est incroyable, qui est pléthorique, donc il faut en profiter parce que c'est absolument démentiel d'avoir des talents comme ça et en plus de cet âge-là. Mais ouais, ouais, grosse performance de Kamavinga qui pour moi aussi est l'homme du match, évidemment. En conclusion de cette journée de Liga, on n'a plus que Girona comme adversaire pour le titre. Ouais, Girona qui vient d'ouvrir le score à Vigo, donc, donc Ah, voilà, c'est du direct, donc ils vont pas lâcher, il faut se le dire. Je pense que maintenant c'est plus une équipe qui est là par surprise, c'est une équipe qui a un potentiel offensif hors du commun, qui a un jeu léché, qui va faire mal à toutes les équipes de Liga jusqu'à la fin, qui va se battre. Notre rival principal, c'est évidemment Girona, et il va pas falloir lâcher beaucoup de miettes parce que eux seront là et ne jouent pas la Ligue des Champions. Donc attention, si Leicester l'a fait, pourquoi pas Girona? effectivement, le Real Madrid qui a un match de retard, je précise, donc qui va se jouer d'ailleurs ce jeudi contre Getafe. Donc même si Girona gagne, si on fait un bon résultat sur Ouais, notre match en retard, on prendra quand même seul la tête de la Liga. Bref, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo, pour ce petit match face à Las Palmas. Merci Rota, merci à tous d'avoir merci Tom. regardé la vidéo. Sur ce, passez une bonne fin de dimanche, prenez soin de vous. Et puis on se dit bah, à très vite sur Real France, puisque ça va arriver très vite pour le match face à Getafe. Allez, ciao.